Bonjour à toutes et à tous, Bien-Air Community, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi, comme vous le savez, et le jeudi c'est Work and Rise. Work and Rise qui met donc en avant les professionnels du monde du basketball et au-delà du monde du sport. Donc Work and Rise, c'est maintenant. Donc aujourd'hui, c'est la thématique, donc, comme vous savez, du jeudi, donc Work and Rise, avec une invitée de marque. Clairement, je pourrais être dans les superlatifs pendant tout l'entretien, mais on n'est pas là pour ça. Mais vraiment, je suis vraiment extrêmement honoré de la recevoir aujourd'hui parce que c'est, avant d'être une grande ex-joueuse pro, c'est avant et surtout une amie et on peut le dire une sœur. Et voilà, ça me fait extrêmement plaisir de la recevoir dans cette émission parce qu'elle est extrêmement occupée, elle voyage beaucoup, surtout maintenant, notamment en Afrique, dans le cadre de tournées 3-3. Vous le dis, c'est quelqu'un de, malgré tout, de très dispo. Et vraiment, vraiment, j'insiste, ça me fait extrêmement plaisir de la recevoir aujourd'hui. Diana Gandega. Quelle intro! Merci Julien. Merci Jus. Franchement, merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est un honneur parce que c'est le début de Ball and Rise. Et Tout l'honneur est pour moi. Ce n'est que le début, j'en suis sûr. On espère ça, on espère ça. En tout cas, merci de ta dispo. Je sais que tu reviens très récemment d'Afrique, notamment du Mali. Oui. Où tu as passé quelques jours. On aura le temps d'en parler tout au long de l'entretien. Qui est Diana Gandega? Diana Gandega, c'est une femme, une mère, une joueuse, une entrepreneur, une passionnée, une sœur. Voilà, en résumé en quelques mots. En quelques mots. C'est 20 ans de basket, du basket de haut niveau. J'ai eu la chance de pouvoir jouer en équipe nationale du Mali pendant 8 ans, d'avoir ramené plusieurs médailles au championnat du monde, JO. C'est une Olympienne. Olympienne, j'ai cette chance. Voilà. Nous parlons avec une Olympienne. Voilà, sachez-le. J'ai eu la chance de faire les JO de Pékin en 2008, les championnats du monde en 2010, médaillée en Coupe d'Afrique sur trois compétitions. J'ai arrêté en 2015, j'ai eu mon petit garçon. Et là maintenant c'est la suite, c'est du giving back, c'est travailler pour le comité du 95 entre autres, travailler pour Drills Paris aussi dans le 3-3, faire rayonner le département du Val d'Oise et vraiment porter le basket féminin le plus haut possible. Dans lequel tu es très impliqué. Oui, totalement. Je ne sais pas si je te l'ai déjà demandé parce qu'on se connaît très bien. Comment est-ce que tu es arrivé au basket? Alors j'ai commencé le basket par hasard au collège. L'UNSS, le coach de l'équipe UNSS passe dans les classes, on a besoin de joueuses, qui veut faire? Bon vas-y, on fait rien les mercredis, on y va. On s'ennuie, on fait rien. 14 ans, j'étais avec des copines et ça a commencé comme ça l'aventure. Donc ça a été UNSS et juste après le streetball et le club vraiment après. D'accord. Ça fait quoi de se dire qu'on aura son nom, on adore déjà son nom, qui est gravé dans les annales du basket, non seulement international, mais olympique. Ça fait quoi? C'est les JO. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai titillé la Nationale 3. Me dire que j'ai une amie comme ça, proche de moi, qui a fait les JO. Donc, c'est les JO de quelle année déjà? 2008. 2008. Ouais, à Pékin. 2008, c'est les hommes. Donc déjà, les femmes, c'est les Diana Taurasi. Ça, les Candace Parker, c'est Lisa Leslie,
Lisa Leslie encore active à cette époque-là. Ouais. C'est des sacrés noms. Tina Thompson et voilà. Lisa Leslie des Los Angeles Sparks à l'époque, c'est une ancienne joueuse, une ancienne légende de LA. Donc, c'est waouh, parce que j'ai eu la chance aussi d'être dans la même poule qu'elle. ouais. Chance ou malchance, mais on a pris la tôle. Oui, bon. Mais Voilà. je te dis clairement, Bon, pas grave. je te dis clairement que quand tu commences tes premières minutes de basket, le match commence, t'es spectatrice en fait, t'es pas actrice tout de suite. T'arrives pas. Non. C'est trop. Non. On va dire la vérité. T'as les yeux comme ça. Oh. Le poster de Diana Taurasi, il est dans ta chambre. Et là, tu joues contre elle. Et tu te défends contre elle. Parce qu'on était les mêmes postes. J'ai joué à poste 1-2. Ouais, poste 1-2. Donc au final, les échanges, les écrans, boum, voilà. Incroyable. Et mais après, ça y est, tu te remets dedans. Parce que t'es aussi là pour une mission. Bien sûr. Tu viens représenter ton pays. clair. T'as ton nom sur ton dos. clair. Donc tu fais le taf. Ouais. Voilà, tu joues, tu prends du plaisir. Mais voilà, le match se termine, c'est appareil photo, c'est à l'époque, il n'y avait pas les smartphones comme aujourd'hui. Ouais, Et tu prends les photos, tu artilles, mais c'est incroyable parce que c'est quand je rentre des JO et sans déconner, hein, sans mentir, hein, quelques années après, que tu dis, waouh, t'as fait les JO quand même. C'est parce que les gens te le disent. Oui, te le renvoie justement. Ouais, tout à fait. Et sur le moment, tu kiffes, tu reviens, tu reprends ton basket, ta vie normale. Mais on dit, mais Diana, t'as fait les JO en fait. Oh! Et tu dis, ouais, j'ai fait les JO. Quand même. Quand même. Ouais. Mais non, c'est incroyable. Et tout l'amour que tu as de la famille, des amis, de la famille basket aussi. Ouais. Et t'as une nouvelle légitimité qui te parvient en fait. Oui, bien sûr. Voilà, parce que tu pars en étant joueuse de Ligue 2, Strasbourg, une fille de Clignancourt, on s'est connus. Ouais. Et quand tu reviens, bah non, t'es olympienne. Et là, t'as 1000 possibilités qui s'ouvrent. Quoi. Clairement. Ce qui a été le cas pour le coup. Ouais. Ce qui est encore le cas. Et qui sera encore le cas. Bon, nickel. Toi qui fais partie du comité 95, donc tu es très impliqué au niveau des jeunes. Tu organises également des tournois masculins. Oui. Donc des tournois de mecs. Avec tout ce qui va avec. La virilité, machin. Comment est-ce qu'on s'impose quand on est déjà une femme, pas très grande, auprès de mecs, et les faire venir dans des tournois où en fait, au final, ils répondent toujours présents. Depuis le début. Depuis le début, c'est vrai. Je pense que c'est... Quand la recette te dit. Alors la recette, elle s'est faite toute seule en fait. C'est parce que j'ai été formée par des hommes, D'accord. par des gens comme toi, Ouais. Mousse, Henri Lembé. Et ce sont ces joueurs-là de Clignancourt, de Carpentier, de Lomière, qui font que quand je suis arrivée dans le circuit à 14, 15, 16 ans et que je me suis battue pour avoir ma place sur les terrains, bah déjà les gens ils te disent ouais c'est Didi, c'est pas Diana, c'est Didi. Ça y est, je suis dans la famille, je suis l'une des rares à être entrée dedans à cette époque-là. Et donc après, tu as cette légitimité en fait, en tant que joueuse. Après, en tant qu'ancienne internationale aussi, en tant qu'organisatrice, parce que j'ai commencé avec des tournois féminins aussi. Et quand on te dit, ce que tu organises, Diana, c'est carré, ça passe sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, la presse et autres. Tu as des joueurs, j'ai eu Yacouba Diawara, joueur NBA, qui était venu aussi au All-Star Game Val d'Oise que j'ai organisé. Donc ouais, il y a toute cette crédibilité qui arrive. Et donc quand tu lances les main games, donc le tournoi masculin que j'ai lancé l'année dernière, bah, les gars, ils viennent tout de suite en fait. Parce que c'est Diana, parce que c'est 95, parce que l'organisation elle est cool, parce qu'elle a du réseau. Donc on sait que les joueurs qui vont arriver, bah, c'est des personnes qui savent jouer, ça va pas être un tournoi de quartier. Et ça a pris tout de suite. Le premier main game que j'ai fait à Saint-Ouen-le-Monde, ça a été blindé. J'ai eu des joueurs de Jeep Elite. J'y étais, donc je confirme. C'était dingue. Et Yves en février, qui finit MVP, donc c'est pareil, ça fait du boucan. Et on me dit, bah Diana, été prochain, C'est quand Sors la date. Voilà. Le basket féminin. Où on en est aujourd'hui en France? Déjà en Ile-de-France. Voilà. C'est pas évident, clairement, parce que c'est pas la même mentalité qu'à notre époque à nous, où fille ou garçon, il y avait la dalle. C'est vraiment le mot qui ressort, c'est la dalle. Et peu importe que tu habites à Paris et qu'il faut que tu ailles jouer dans le 91, tu prends ton métro, tu y vas.
Aujourd'hui, c'est plus ouais, il fait froid, ouais, c'est loin, c'est compliqué. Donc pour attirer des joueuses, faut attirer l'équipe en fait, ou les copines. Sinon, c'est plus difficile. D'accord. Et après, il faut aussi la petite carotte de la récompense avec des petits prize money, des tenues, des autres, la gratuité aussi. Parce que quand tu fais payer les joueuses, c'est compliqué. Et je sais pas comment c'est dans les autres départements ou régions, mais en Ile-de-France, ça fonctionne comme ça. Mais j'ai la chance d'avoir un comité qui est assez réactif quand je leur propose des activités. Et j'ai aussi des partenaires aussi sociaux et privés qui font que je peux avoir un certain budget qui me permet de faire des événements qui ont de la gueule, avec des speakers connus, des Jamil qui vient speaker, j'ai des DJ de ouf. Enfin, ça fonctionne quoi, ça fonctionne. Et les filles, je les habille de la tête aux pieds. Donc ça marche. Donc ça va. Après, il y a une nouvelle génération de filles aussi qui arrivent, qui sont aussi qui est émergente, qui voyagent beaucoup, qui sont aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça prend aussi. Il y a des terrains où tu vois de plus en plus de filles, donc ça grandit. C'est un peu difficile, mais on y arrive. Tout doucement. Ok. Tu reviens d'Afrique, je crois, donc comme je te le disais. Tu as vu le potentiel. Enfin, de toute façon, je veux dire, aujourd'hui, il est indéniable. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se fait déjà au niveau des championnats locaux en Afrique? Et qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour arriver, pas arriver, mais commencer à titiller les championnats majeurs dans le monde, par exemple les championnats européens, par exemple? Alors, ce qui se fait en ce moment en Afrique, il y a de plus en plus de coachs qui se forment en venant en Europe, en voyageant à l'étranger, et ramènent toute cette connaissance en Afrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'équipes, notamment féminines, qui arrivent à jouer justement, comme tu disais, les yeux dans les yeux avec les équipes européennes. On l'a vu dans les derniers championnats du monde, que ce soit le Nigeria ou le Sénégal, ce sont des équipes qui ont gagné dans des compétitions internationales. Là, il y a les JO 2021 qui arrivent avec le Nigeria. Moi, je dis, soyez prêts. Le Nigeria, c'est un bordel. Il y a une équipe intéressante, très intéressante. Puis très très intéressant, et parce que ce sont des joueuses qui vont se former notamment aux États-Unis. D'accord. Le coaching est tourné States, ils réfléchissent States et ils importent ça chez eux. On commence à le faire aussi un peu au Mali, au Sénégal, ils sont déjà bien imprégnés, filles et garçons. Donc ça commence à émerger. Et il y a beaucoup plus aussi de joueuses qui partent tôt d'Afrique pour aller se former pour jouer dans les grandes compétitions européennes, en Euroleague, en Eurocup. Et vont après jouer en équipe nationale, ce qu'on n'avait pas avant. C'est les joueuses, elles faisaient leur carrière, et quand on leur disait venez jouer en équipe nationale, oh non, j'ai pas le temps, c'est l'été, je me repose. Là, elles viennent donner au pays. Il y a vraiment un giving back. Et au Mali, en fait, je pense que j'ai réellement été la première avec le Mali à revenir et jouer avec le pays. Et ça a attiré plein de joueuses. Aujourd'hui, j'ai ma petite sœur Touti qui est la meneuse titulaire de l'équipe nationale du Mali. Et les Françaises qui font partie de l'équipe nationale du Mali, il y en a 4 ou 5, quasiment la moitié de l'équipe. Alors qu'à mon époque, j'étais la seule. Et dans les autres pays, ça commence à émerger. Et après, il y a tout ce qui est formation des joueurs et des coachs aussi qui arrivent. Voilà. Donc ça aide aussi à connaître un basket différent parce qu'à chaque fois, on nous catalogue en disant que le basket africain, c'est un basket physique et pas mental. Aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Et voilà, l'Afrique arrive. À grands pas. À grands pas. Revenons au basket hexagonal. Toi qui es organisatrice d'événements masculins notamment, qu'est-ce qui est pour toi la différence entre le masculin et le féminin sur la démarche organisationnelle? Alors, organiser un événement masculin est beaucoup plus simple qu'un événement féminin. Parce que les féminins, c'est... On pourrait dire le contraire. Ah non, c'est plus simple. C'est plus simple à organiser. Ouais. Parce que les garçons, tu fais ton affiche, tu lances sur les réseaux, en une semaine, ton tournoi il est blindé. Les filles, il faut aller les chercher. C'est la différence. Tu vas mettre l'affiche, elles vont les voir, il faut qu'elles en parlent à leurs copines, monter d'équipe, je sais pas trop. C'est un peu compliqué. Mais après, une fois elles sont là, elles sont inscrites, elles viennent. Il n'y a pas de désistement, elles viennent à l'heure, etc. Contraire des garçons. Ils vont s'inscrire hyper vite, ils vont remplir les cases. Et maintenant, l'heure de rendez-vous. Oh, ils vont être un peu... Match à 10h, les gars, ils arrivent à 10h30, 11h. Enfin,
et tout est décalé. Donc l'organisation est un peu plus difficile sur le moment parce qu'il faut s'adapter aux garçons, à leur rythme, etc. Alors que pour les filles, ça glisse. D'accord. Maintenant, concernant... autre question, concernant le basket au niveau des jeunes. Concernant la reconversion, est-ce que tu penses qu'un jeune ou une jeune, bien sûr, espoir, devrait penser à la reconversion donc le plus tôt possible, ou y penser juste après, et pourquoi? Alors, moi, ce que je peux conseiller à tous ces jeunes qui font du basket, filles ou garçons, hein, c'est de faire un peu comme le cursus aux States, où c'est basket et école. Et que si tu as des mauvaises notes en cours, bah, le basket, ça pêche en fait. Tu vas pas à l'entraînement, le coach il te sanctionne. Bon, après, tu t'appelles Iverson, tu passes entraîner. Bon, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Donc les exceptions, bon, vous pourrez un peu passer entre les lignes, mais quand même, Mais voilà. Faut quand même y penser. Exactement. Pareil pour l'INSEP, c'est vraiment les deux qui sont indissociables. Faites la même chose. Parce qu'il y en a qui font l'erreur de se dire « Ah, vas-y, j'arrête les cours parce que j'ai envie d'être basketteur professionnel. » Demain, tu as la blessure, tu fais comment? Voilà. Et moi, mon père, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, quand j'ai quitté la maison pour aller jouer en pro pour ma première fois, j'avais 22 ans simplement. Et il m'a dit, tu veux faire des études de je sais pas quoi, ok, termine tes études, continue à jouer à Aubervilliers, en national, etc. Après, tu partiras. Et après, je me suis dit, oh, tu te dis, putain, j'ai envie de partir maintenant, je vois tout le monde qui est en train de faire des carrières. Mais il a raison. Parce que ça ne m'a pas empêché d'être professionnel après, ça ne m'a pas empêché de faire les JO, de faire championnat du monde. C'est vrai. Et surtout, quand j'ai eu mes soucis de genoux, de revenir en Ile-de-France et j'avais mon diplôme en poche. Je suis là avec mon bac plus 5, et voilà, maintenant je peux travailler. Et j'ai ma casquette internationale et ma casquette étudiante. J'ai trouvé du boulot direct. Et je me dis que si j'avais arrêté, je sais pas moi, au bac ou autre, parce qu'aujourd'hui, plus on avance, plus brevet bac, ça va servir à rien, faut le dire clairement. Donc les jeunes, allez-y, poussez au max. Et surtout que maintenant, vous avez la possibilité d'être en centre de formation, donc de continuer les études. Exactement. Et faites les deux. Ne lâchez surtout pas vos études. C'est peut-être un discours de grande sœur ou de parents, mais c'est la réalité. C'est vrai. C'est la réalité. Et c'est tellement compliqué aujourd'hui de décrocher un CD et d'être posé. Donc faites le nécessaire avant. N'attendez pas d'être en fin de carrière en disant « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» C'est clair. Très bien. Là, on arrive au terme déjà de l'entretien. C'est passé à une allure, voilà. À chaque fois qu'on discute, de toute façon, ça va très vite. Si tu avais un dernier mot à dire à la nouvelle génération, qu'est-ce que ce serait? Écoutez-moi, Beer, vous avez vu là, Ball and Rise, vous avez cette chance d'avoir Julien et d'autres personnes qui se lancent dans le développement du basket en dehors du terrain en fait. C'est pour vous, c'est vraiment pour vous. Lui, il pourrait continuer à faire son travail, à kiffer le basket, à jouer avec ses potes. Il se lance dans une aventure et il y en a peu qui les portent pour le faire. Il ne le fait pas pour vous, pour lui réellement, il le fait pour vous. Parce qu'à son époque et à la mienne, on aurait kiffé avoir des opportunités comme ça, d'avoir des All-Star Games, avoir des tournois, avoir des tournées, avoir des événements, avoir de la visibilité, avoir des personnes qui vous parlent de ses propres expériences, de leur carrière pour pouvoir influer en fait sur vos carrières à vous. Donc Ball and Rise, franchement, quand il met c'est le futur, c'est vous le futur, c'est l'avenir. Donc franchement, allez suivre la page, allez suivre Julien, parce que c'est que le début et il y a quelque chose de grand qui arrive. Soyez prêts, parce que si vous loupez ça, c'est vous qui perdez. Voilà. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup. Sur ces mots très encourageants et plein de soutien, je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain pour Work and Rise. Ball and Rise, abonnez-vous à la chaîne, à @Ball and Rise official, Ball and Rise sur Facebook et parlez-en autour de vous. Merci à toutes et à tous. Bien-Air Community, vous êtes à la maison, à la semaine prochaine. Ball and Rise, the future is now. Ciao.